Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons l'éducation à l'environnement. Notre société est à ce point hors sol qu'il nous faut désormais des éducatrices et des éducateurs pour nous reconnecter à la nature. Nous sommes en Meurthe-et-Moselle, à Rosières-aux-Salines, au siège de l'association L'Atelier Vert, avec le directeur de Graines Lorraine du Grand Est, qui organise la formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité animation, mention éducation à l'environnement vers un développement durable. Bref, le BPGEPS EEDD. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Pascal Plumet, bonjour. Bonjour. Pascal Plumet, BPGEPS EEDD. Est-ce que ce serait pas plus simple de parler d'éducateur à l'environnement ? Oui, certainement, pourquoi pas. Le brevet professionnel de la jeunesse, d'éducation populaire et du sport en spécialité animation qui a comme mention l'éducation à l'environnement vers un développement durable, pour nous on y tient malgré tout, puisqu'effectivement derrière ce BPGEPS, c'est aussi la reconnaissance d'un métier, d'une compétence, d'une expertise. Alors précisément, Pascal Plumet, ce métier consiste en quoi ? Alors ce métier effectivement consiste à faire des animations de sensibilisation, d'information, d'éducation ou de formation, d'éducation en environnement, toutes les thématiques qui concernent la nature, le développement durable, les transitions, etc., etc., l'énergie, l'eau. Mais ça veut dire, Pascal Plumet, qu'on est dans une société aujourd'hui où on est peut-être tellement déconnecté, tellement loin de la nature qu'on a besoin d'hommes et de femmes, éducatrices, éducateurs spécialisés dans l'environnement. Ça devient un métier. Ça devient un métier parce qu'effectivement, pour montrer cette sensibilisation nécessaire, indispensable aujourd'hui pour une prise de conscience, eh bien, il faut à un moment donné des médiateurs, des facilitateurs. L'idée, effectivement, derrière ce métier-là, c'est développer l'esprit critique. Pour nous, effectivement, l'éducation environnement, l'animateur nature, l'animateur en environnement, doit développer l'esprit critique chez tout un chacun. Développer l'esprit critique, c'est apporter des connaissances, de façon à ce que chacun d'entre nous, on puisse faire des choix, à un moment donné, de consommation, etc., dans la vie de tous les jours. Et c'est donc une formation que assure ici en Lorraine le GRAIN, le réseau des acteurs de l'éducation à l'environnement. C'est une formation qui aboutit à un diplôme d'État. Oui, complètement. C'est un diplôme d'État, effectivement, qui s'appuie sur un référentiel du ministère, et qui nous permet effectivement aujourd'hui de donner un brevet professionnel à des animateurs censés travailler dans tous les champs de l'éducation. Alors aussi bien dans des collectivités, dans des associations, dans des accueils de loisirs, avec des écoles, voire des entreprises, et d'apporter effectivement cette compétence-là. Mais encore une fois, reconnue par un diplôme professionnel. Et qui se déroule sur une année, 12 mois, c'est assez conséquent. Cette formation, alors moi je vais être beaucoup plus simple, je vais parler d'éducation à l'environnement. Cette formation d'éducateur à l'environnement, Pascal Plumet, sur 12 mois, elle est dense, avec toute une série de modules de formation, à la fois théorique, mais aussi pratique de mise en œuvre. Alors le BPGEPS, effectivement, EEDD, pour l'éducation à l'environnement. Ah, vous y tenez, hein. Voilà. Il est en alternance. Ça, c'est effectivement comme tous les BPGEPS. Il y a la moitié du temps en entreprise, en structure, et la moitié du temps avec l'organisme de formation. Et ensuite, le GRAIN a souhaité effectivement que cette formation-là soit en itinérance, puisque pour nous, former à l'environnement, on ne peut pas parler d'un environnement. Sur notre région, on parle bien d'environnement au sens large. Et on ne voit pas du tout les mêmes choses, par exemple, sur les côtes de Meuse, qu'on peut voir sur les Hauts-de-Vosges, dans les Vosges du Nord, dans l'éducation à l'environnement urbain, c'est encore une autre approche. Pareil avec tout le milieu eau, aquatique. Enfin, voilà. Donc on a tellement de richesses au niveau des environnements qu'on rencontre sur le territoire. Pour nous, c'était indispensable qu'on amène directement nos stagiaires en contact avec ces environnements-là. D'autant plus que notre formation, elle est très pratique. Donc l'idée, c'est d'être vraiment
les pieds dans le terrain, j'ai envie de dire. Et puis, secondo, il y a les structures, membres du GREN, qui sont des structures qui ont développé chacune des compétences et une expertise. Et donc, pour nous, d'emmener des stagiaires au sein même de structures d'éducation à l'environnement, qui en ont fait leur cœur de métier, pour nous, c'est indispensable, puisque ça leur permet de vivre en direct ce qu'est le métier d'éducateur à l'environnement. Ça veut dire, Pascal Plumet, à l'alternance, donc les stagiaires sont à la fois par moment dans les structures où ils sont formés, mais aussi dans leurs structures d'accueil où ils réalisent des stages. Et aussi que dans cette itinérance que vous évoquiez à l'instant, ils se promènent à travers toute la région dans des centres d'éducation à l'environnement, dans des centres d'initiation à la nature. C'est ça le concept. Oui, complètement. Complètement. Effectivement, pour nous, c'était indispensable. Quand on parle dans les compétences, c'est effectivement, par exemple, acquérir toutes les connaissances des ressources disponibles qui vont les aider après, par la suite, dans leur métier professionnel. Et donc, pour nous, d'emmener effectivement des stagiaires en contact avec des structures qui ont développé déjà des outils pédagogiques, mais aussi qui ont développé une certaine compétence, parce que la compétence, elle est indispensable pour nous dans cette formation-là, eh bien, ça ne pouvait pas se faire autrement que d'emmener directement les stagiaires au sein même de ces structures-là. Très concrètement, une année de formation, je disais, c'est dense. Qu'apprennent les éducateurs à l'environnement stagiaires au cours de cette formation, Pascal Plumet? Alors, ils apprennent effectivement à encadrer des activités pour tous les publics. Ça, c'est vraiment le propre du BPGEPS EEDD, c'est qu'on n'est pas sur un type de public. On n'est pas ni uniquement sur la petite enfance, ni sur les seniors, ni sur effectivement le public famille. On est vraiment sur tous les publics. Ensuite, c'est être en capacité d'animer dans tous les lieux possibles et dans tous les milieux. Et aussi dans tout type de structure. Encore une fois, quand vous parlez de milieu, Pascal Plumet, j'imagine que ce sont aussi bien les forêts, les prairies, les étangs, le milieu urbain aussi, par exemple. Exactement, au même titre que le milieu urbain. Parce qu'effectivement, c'est indispensable d'être au plus proche des habitants. Et donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir permettre à chacun de découvrir l'environnement où il vit. Et donc, on va au plus proche des habitants. Ensuite, il y a aussi, pour mettre en œuvre un projet d'animation, on a développé un certain nombre de compétences pour que ce projet d'animation s'inscrive au sein même d'un projet d'une structure. C'est qu'encore une fois, on n'est pas sur du hors-sol. L'idée, c'est que le stagiaire prenne connaissance de la structure dans laquelle il va développer son projet, et puis, effectivement, donne du sens à son projet d'animation. Et je dis bien un projet, c'est qu'effectivement, il doit être en capacité d'animer des séquences d'animation, mais aussi d'être porteur d'un projet plus long qui va pouvoir laisser derrière lui, même si effectivement au départ il peut être que stagiaire sur une période de 12 mois, mais c'est qu'effectivement pour ce projet-là puisse apporter effectivement un projet de développement sur la structure. Oui, je voudrais juste dire aussi qu'on mobilise ce qu'on appelle toutes les démarches d'éducation populaire, ce qui est pour nous indispensable. On est bien sur l'apprenant au cœur de ses apprentissages, et ça c'est bien des démarches d'éducation populaire. Pascal Plumet, si je suis, moi, intéressé par cette formation d'éducateur à l'environnement que vous qualifiez de BPGEPS EEDD pour éducateur à l'environnement vers un développement durable, on a bien compris l'attachement et vous avez raison. Si je suis intéressé par cette formation, je crois d'ailleurs que les inscriptions sont imminentes, ça se termine le 5 octobre. Combien ça va me coûter? Et puis surtout, comment je peux financer cette formation de 12 mois qui débouche sur un diplôme d'État? Alors, cette formation professionnelle coûte 6 800 € avec différents types de financement. Ça, moi, j'invite vraiment les personnes intéressées à se renseigner auprès de nous. Il y a ce qu'on appelle les OPCA pour des personnes qui sont dans des structures, dont les structures ont envie effectivement de monter en compétence leurs animateurs. Eh bien, effectivement, on est tous, en tant qu'employeurs, on cotise à un OPCA qui nous permet effectivement de solliciter à un moment donné une aide à la formation professionnelle de nos salariés. Après, effectivement, selon le cas de figure, il y a différents types de financement possibles. Mais ça, encore une fois, nous, on est là pour pouvoir accompagner en amont tous les candidats sur leur recherche de financement. Alors, j'ai fait ma formation pendant 1 an, prise en charge par des financeurs. Qu'est-ce que je deviens une fois diplômé, Pascal Plumet? Alors, vous devenez tout d'abord
animateur professionnel, titulaire, j'ai envie de dire, d'un BPGEPS. Donc ça permet aujourd'hui de travailler dans tout type de structure d'animation. Ensuite, le fait d'apporter une compétence, cette compétence-là, vous la développez soit dans des structures d'éducation à l'environnement, qui en ont fait leur cœur de métier, ou alors au sein de structures qui souhaitent développer l'éducation à l'environnement au sein même de leur structure, pour lesquelles, effectivement, ce n'est pas forcément la compétence première, ce n'est pas forcément le projet premier de la structure. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, on le sait bien, l'expérience nous l'a montré, c'est qu'une MJC, un centre socioculturel, un accueil de loisirs, qui aurait envie effectivement de développer l'éducation environnement, il ne suffit pas d'avoir à un moment donné l'envie d'élus, un conseil d'administration qui dit voilà, ça serait bien qu'on développe des projets autour de l'environnement, de la nature, développement durable. S'il n'y a pas la compétence en interne, au sein même des professionnels, eh bien c'est impossible. Alors on va poser la question justement, puisque aujourd'hui nous sommes en marge d'une journée de formation qui se déroule ici à l'Atelier Vert à Rosières-aux-Salines, eh bien pour poser tout simplement la question à deux stagiaires de cette formation BPGEPS Éducation à l'environnement vers un développement durable, avec Sarah Clémençon et Éric Boyer. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On rigolera un peu, le temps qu'il nous reste, on s'excusera du peu d'humour qui nous reste. On sera pas les pourris, juste orgueilleux et Dieu merci. Ce sera pas la bohème, on mangera un peu plus qu'on aime. Si on reste dans la rue, c'est pas qu'on aime tellement la rue, c'est qu'il y a des fois, on s'y est senti moins perdu. C'est du donnant-donnant, tu me donnes un coup, je te rentre dedans. On s'engueule, mais ça nous fait rire un peu. Regardez-les chanter, regardez-les danser. Si on n'est pas les seigneurs, on est les souverains en sueur. On rigolera un peu, le temps qu'il nous reste, on s'excusera du peu d'humour qui nous reste. Regardez l'océan, y a des marins qui baignent dedans. Est-ce que tu crois qu'ils étaient pas partis gagnants? Regardez les épaves, les cadavres échoués sur la plage, ils sont glorieux, mais ils sont que le pourri un peu. Et quand viendra le temps des longs silences, des enterrements, de la fin du bon temps, on prendra l'air absent, on répondra au cinéma, en contemplant nos gueules d'épaves, glorieuses en radotant, on rigolera un peu, le temps qu'il nous reste, on s'excusera du peu d'humour qui nous reste. Nous sommes toujours sur la terrasse de l'Atelier Vert à Rosières-aux-Salines, c'est en Meurthe-et-Moselle. On profite d'une journée de formation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité animation, mention, éducateur à l'environnement vers un développement durable. Voilà, on va appeler ça la formation à l'éducation à l'environnement, ou des formateurs ou des animateurs d'éducation à l'environnement, pour rencontrer précisément des stagiaires.
parmi eux, Sarah Clémençon. Bonjour Sarah. Bonjour Eric. Sarah Clémençon, vous êtes ici en stage, c'est la partie sur le terrain de cette formation organisée par le GREN Lorraine, le réseau des acteurs de l'éducation et de l'environnement en Lorraine. L'Atelier Vert, c'est quoi? Alors, donc je travaille à l'association L'Atelier Vert, qui est une association d'éducation à l'environnement. Donc comme disait Pascal tout à l'heure, nous par contre c'est notre cœur de métier. Vraiment toutes les personnes ici sont formées à ce métier-là, donc soit par cette formation, soit par d'autres. Et on travaille à la sensibilisation de tous les publics, sur des notions très, très naturalistes, donc plutôt sur la biodiversité, la faune et la flore locale, et à travers des tas d'actions différentes. Alors ça, c'est une partie de votre formation, la partie stage sur le terrain de cette alternance. On verra tout à l'heure avec Éric Boyer plutôt l'aspect théorique. Une journée type d'une stagiaire ou d'une éducatrice à l'environnement stagiaire, Sarah Clémençon. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une journée type, parce qu'au fur et à mesure de l'année, il y a vraiment des actions différentes, parce que nous, on fait autant du chantier d'aménagement paysager que des actions de sensibilisation avec des scolaires, que des actions avec du périscolaire. Donc c'est vraiment varié. Après, ce que je peux dire, c'est que en haute saison, donc qui va plutôt être en mai-juin, là où toutes les périodes de sortie scolaire de fin d'année ont lieu. Ça va être le matin sur par exemple un espace naturel sensible, un ENS. On en a beaucoup en Lorraine sur les milieux humides. Ça peut être une sortie sur la sensibilisation des amphibiens de la Marne. Vous êtes des professionnels de l'éducation de l'environnement, Sarah Clémençon. Une journée une opération, une action de sensibilisation sur un espace naturel sensible, on va dire une prairie, une pelouse sèche, où il y a plein d'orchidées, plein de papillons, ou peut-être un étang. Voilà, expliquez-moi. Comment se déroule une animation? Alors, donc moi qui suis en formation, j'applique encore en bonne et due forme ce que m'a appris la formation. Je commence par une immersion dans le milieu, donc soit où on va plutôt écouter ou essayer de susciter l'interrogation sur ce qui nous entoure, pour au fur et à mesure rentrer vers plus de contenu naturaliste, tout en essayant donc que les enfants soient à l'origine de ces curiosités, donc qu'ils posent des questions et qu'on puisse les amener vers la recherche. C'est quoi cette bête? Madame, c'est quoi cette fleur? Par exemple, donc, on parlait à l'instant des milieux humides, mais mon collègue Eric aussi, je sais, utilise ça. On a les épuisettes pour les mares, par exemple, et les enfants vont eux-mêmes pêcher et essayer de découvrir ces invertébrés des milieux humides et bien sûr ensuite les remettre à l'eau. Et ça, c'est votre travail, votre métier que vous apprenez ici dans cette formation d'éducatrice, en l'occurrence à l'environnement, Sarah Clémençon. Ça veut dire que vous êtes capable, et c'est le but de cette formation, demain de répondre à une demande d'animation, aussi bien à l'instant vous l'expliquez autour d'une mare, mais aussi pour des enfants, mais aussi pour des adultes, pour des familles, que ce soit en milieu forestier, par exemple, au milieu d'une forêt, mais aussi en ville. Oui. Alors justement, là vous parliez à l'instant de milieu urbain et de famille. Moi, mon projet de stage a eu lieu en plein cœur de Nancy, avec un public familial. Donc c'est vrai qu'on balaye vraiment un éventail de publics et de milieux. Et il y a encore de la nature en ville? Et bah oui, vous entendez autour de nous. Non, mais bien sûr, il y a de la nature partout. Il y en a au pied des murs, entre les trottoirs. Tout est à prendre. Merci Sarah Clémençon. Éric Boyer, vous êtes vous aussi éducateur à l'environnement, stagiaire, mais à Metz cette fois-ci. C'est tout à fait le principe que nous expliquait tout à l'heure Pascal Plumet, le fait que vous tourniez comme ça d'une structure à l'autre, mais aussi que vous réalisez votre stage dans une structure d'accueil, vous en l'occurrence, le club Connaître et protéger la nature, les Coquelicots à Metz. Oui, tout à fait. Donc, le CPN Coquelicot à Metz, une association d'éducation à l'environnement, donc qui est, elle, pour le coup, extrêmement basée sur l'éducation populaire de fait de son histoire. Ça a commencé dans un centre social. Maintenant, on a déménagé, on est inscrit dans un quartier populaire de la ville de Metz, un peu en périphérie. Mais en pleine ville. Mais en pleine ville, oui.
Alors, on a entendu à l'instant Sarah Clémençon parler plus de la partie pratique, cette partie de stage qui se déroule pendant cette formation d'1 an pour devenir éducateur à l'environnement. J'aimerais vous entendre, Éric Boyer, sur la partie plus théorique. Pascal Plumet, directeur du GREN, nous a expliqué tout à l'heure, là aussi, l'importance de cette formation. J'aimerais qu'on rentre un peu dans le détail. Des formations en salle pour parler d'environnement et de nature, ça se passe comment ? Alors, vous parlez de formation théorique. Pour moi, les périodes de formation, c'était pas du tout de la théorie. C'était au contraire extrêmement pratique. Donc, avec plein de sujets abordés. Autant par exemple sur les publics, on allait rencontrer dans une bibliothèque, dans une école, on allait faire des interviews sur alors d'autres choses de formation, par exemple sur tout ce qui est apprendre la nature globale, par exemple. C'est-à-dire, on va aller directement sur un milieu humide, dans la forêt, avec des formateurs qui vont nous montrer, pouvoir nous expliquer comment est-ce qu'on reconnaît, par exemple ici, je vois un noisetier à côté d'un bouleau, il y a certainement des carottes dans l'herbe. Reconnaître les milieux, ensuite, ça peut être plein d'autres choses sur des sujets très variés. Ça veut dire, Éric Boyer, qu'à l'issue de cette formation, vous êtes spécialiste en tout ? Alors spécialiste, je n'irais pas dire spécialiste, on sera des professionnels de l'éducation, mais on ne pourra pas dire qu'on est spécialiste de l'environnement. On doit avoir un bagage de base, c'est appelé dans la formation, c'est-à-dire simplement dans le milieu qui est le nôtre, dans l'environnement qui est le nôtre, reconnaître au moins toutes les choses communes pour pouvoir en parler, pour pouvoir répondre aux interrogations que la plupart des personnes pourraient avoir. J'allais dire, Éric Boyer, est-ce que finalement on ne devrait pas arriver à un stade de sensibilisation et d'éducation à l'environnement où finalement tous nos concitoyens, nous devrions tous être à un moment donné à votre niveau de connaissance au moins pour comprendre l'environnement et évoluer dans un environnement sans le détruire ? J'aimerais beaucoup. Niveau de connaissance, je ne sais pas si la connaissance brute telle qu'elle est utile, mais au moins au niveau de sensibilité surtout. Donc ça c'est mon travail, je sensibilise à l'environnement. Donc dans un milieu populaire, comme je l'ai déjà expliqué, pour que simplement les personnes, même si elles ne savent pas ce qu'elles voient, qu'elles puissent s'en émerveiller. Ou au moins si elles s'en émerveillent, après peut-être que ça va susciter le savoir. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Merci Éric Boyer. Je me retourne vers vous, Pascal Plumet, directeur du GREN, qui portait cette formation d'éducation à l'environnement, d'animateur à l'éducation à l'environnement. On l'a entendu, ce sont des profils différents, dans des endroits différents qui viennent de témoigner là. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire dans cette formation ? Est-ce que tout un chacun peut s'inscrire ? Est-ce qu'il y a des conditions particulières ? On a entendu le prix tout à l'heure, avec des possibilités de financement. Néanmoins, est-ce que, si je décide de changer de vie à un moment donné, ou peut-être de démarrer une vie d'éducateur à l'environnement, comment je fais ? Alors, juste déjà, toutes les informations sont disponibles effectivement sur notre site internet grengrandest.org. Ensuite, rapidement, dire qu'il faut que la personne soit titulaire ou d'un diplôme niveau 4 ou supérieur, ou bien au moins disposer de 200 heures d'animation professionnelle. Et peu importe effectivement le type d'animation, pas forcément en environnement, mais effectivement, il faut que la personne ait déjà au moins une expérience de 200 heures d'animation, si elle n'est pas titulaire d'un diplôme niveau 4. Ensuite, niveau 4, rappelez-nous, parce que c'est l'équivalent du bac. Voilà. Et après, on doit être titulaire également de l'une des attestations de formation de secourisme. Donc nous, on en fait passer ce mois-ci pour les personnes effectivement qui en auraient besoin. Il y a des acronymes PSC1, etc. Enfin, peu importe, mais une des attestations de formation au secourisme. Ensuite, effectivement, il faut pouvoir passer un test de sélection de façon favorable qui a lieu pour nous début novembre. Et en fait, ce test de sélection, effectivement, clôture toute la procédure pour pouvoir rentrer en formation. Voilà ce que je peux vous dire sur l'entrée en formation. Avec une date butoir pour cette année, pour entrer en formation très prochainement, pour une formation d'1 an. Pascal Plumet ? Le 5 octobre prochain, donc c'est effectivement très bientôt, pour au moins la session 2018-2019. Sachant qu'on a encore une fois 12 mois de formation. Et que déjà l'année prochaine, on est en train de préparer déjà la session, même 2019-2020 également. Tête en bas, il se balance, doucement suivent la cadence.
En sifflotant ce même chant, leurs ailes battent sur le temps. Tête en bas, ils se balancent, doucement suivent la cadence. En sifflotant ce même chant, leurs ailes battent sur le temps. Je vous présente le manège enchanté de tout ce que nous aimons manger. Je vous présente le manège enchanté de tout ce que nous aimons manger. Nous mangerons le pain, nous mangerons le sang, nous mangerons en chantant, nous mangerons sans faim, nous mangerons en jouissant, nous mangerons en chantant. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Pas se crée la danse de toutes ces queues qui se balancent. Elle claque au rythme des sabots, imprime des marques, se frappe le dos. Büyülü manej hani bizim büyülü dünyamız nerede? Ya tıkın hep tıkın ye, patlayınca kadar ye. Je vous présente le manège enchanté de tout ce que nous aimons manger. Je vous présente le manège enchanté de tout ce que nous aimons manger. Nous mangerons le pain, nous mangerons le sang, nous mangerons en chantant, nous mangerons sans faim, nous mangerons en jouissant, nous mangerons en chantant. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Leurs corps se serrent les uns aux autres, ils se bousculent, ils se piétinent pour être les premiers dans la danse et mettre fin à leur souffrance. Beni yaratan onu da yarattı bu dans, canımı yaktı, tek tek yok oldu, büyülü dünya kayboldu. Je vous présente le manège enchanté de tout ce que nous aimons manger. Je vous présente le manège enchanté de tout ce que nous aimons manger. Nous mangerons le pain, nous mangerons le sang, nous mangerons en chantant, nous mangerons sans faim, nous mangerons en jouissant, nous mangerons en chantant. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, jusqu'à ce qu'il ne reste. Nous mangerons le pain, nous mangerons le sang, nous mangerons en chantant, nous mangerons sans faim, nous mangerons en jouissant, nous mangerons en chantant. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. On se retrouve sous les arbres de la terrasse de l'Atelier Vert à Rosières-aux-Salines, c'est au sud de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, à propos de cette formation d'éducateur à l'environnement que porte le Graine Lorraine. On profite de votre présence, Sarah Clémençon, parce que tout à l'heure, vous évoquiez ce concept de projet. Bon, je dois mener un projet dans le cadre de cette formation. Ça consiste en quoi, déjà, un projet? Et plus précisément, quel est votre projet? Alors, un projet dans le cadre de l'animation à l'éducation à l'environnement consiste à proposer pas seulement juste une animation ponctuelle, mais de mener un projet avec potentiellement des partenaires et qui propose une progression pédagogique, donc qui va vraiment accompagner le public choisi dans une thématique. Et donc j'imagine que chaque stagiaire a des projets différents, le vôtre en l'occurrence? Le mien a commencé après avoir réfléchi à ce que faisait déjà ma structure pour ouvrir peut-être les actions vers d'autres champs d'animation. Votre structure, l'Atelier Vert en l'occurrence. L'Atelier Vert. Et je me suis dirigée vers un projet en milieu urbain, donc sur Nancy, en partenariat avec le centre social du Haut-du-Lièvre de la Clairière, avec leur public famille. Ça, c'est votre projet, Sarah Clémençon, c'est vous qui l'avez choisi. Comment ça se passe? Oui, alors après, donc, comme je vous disais, ça doit viser à ouvrir les actions de l'Atelier Vert. Donc c'est moi qui ai fait des propositions, mais il a été validé en amont par mes formateurs et mon tuteur de stage. Et donc vous commencez par une espèce d'état des lieux, j'imagine, et vous allez fabriquer votre plan de progression pédagogique en fonction du public, en l'occurrence lequel?
Les familles du Haut-du-Lièvre, du plateau de Haye. Oui, donc les objectifs, c'est pas moi qui ai tout décidé, hein, c'est avec le dialogue avec le centre social qu'on a fixé des objectifs pour être en lien avec leurs projets à eux et pas seulement avec mes envies, même si j'ai pu orienter selon mes envies de découverte. Et très concrètement, alors, comment ça va se traduire sur le terrain ? Alors sur le terrain, c'est d'abord du repérage de terrain parce que c'était pas des lieux d'animation que je connaissais. C'est donc comme je disais un dialogue avec les partenaires. C'est aussi la préparation d'actions de communication. On a monté une affiche pour informer les familles du centre social. Et après, concrètement, une fois que le projet a démarré, moi ça s'est concrétisé par 3 séances d'animation à la redécouverte des parcs urbains du quotidien des familles, où on a abordé plusieurs thématiques environnementale. Et là, c'est une vraie mise en situation où vous emmenez les familles, en l'occurrence là, dans un parc urbain, et vous leur faites redécouvrir ou découvrir quel est l'intérêt de disposer de tel parc urbain. Oui, voilà, c'est ça. Donc moi, c'était vraiment dans un but de les ouvrir, de leur faire tourner l'œil vers des petites curiosités qui feraient peut-être pas attention en se promenant simplement dans la vie de tous les jours. Donc ça se traduit par des jeux très sensoriels où je fais sentir des plantes, on essaye de se promener sous des arbres avec un miroir pour voir aussi différemment tout ce qui nous entoure. Et aussi avec par exemple des contes, voilà. C'est aussi les emmener dans un univers différent de leur quotidien. Éric Boyer, avec tous les stagiaires de cette formation d'éducateurs à l'environnement, vous partez très prochainement à Boultebois, dans les Ardennes, au lieu de la sensibilisation à l'environnement. Beaucoup connaissent bien sûr La Hulotte, le journal le plus des terriers. Vous ferez également un tour par la Cité des Paysages, sur la colline de Sion. Mais j'aimerais profiter encore de votre présence pour que vous nous expliquiez votre projet à vous dans le cadre de cette formation. On a entendu celui de Sarah Clémençon, très orienté vers l'éducation au milieu urbain. C'est votre cas également ? Alors moi, mon projet est un peu différent. Il s'appelle l'éco-cathlon. Alors éco-cathlon, éco pour écologie, donc on prend la nature. Cathlon pour décathlon, des épreuves. On assemble ça fait éco-cathlon. Rien à voir avec la marque bien connue. Non, rien à voir, non. Donc éco-cathlon, donc les épreuves de la nature. C'est parti du constat que au CPN Coquelicot, là où je travaille, il y a une approche de l'environnement qu'on n'a pas, c'est le sport, où l'approche très dynamique, très sportive. On fait du sensoriel, on fait du pragmatique, c'est-à-dire qu'on va planter des plantes, on va faire des jardins, voilà. Mais l'approche sportive n'existait pas. Et du coup, je me suis lancé là-dedans, et c'était aussi l'occasion d'atteindre un autre public qu'on a très peu, c'est le public adolescent. Donc on a beaucoup d'actions avec les écoles primaires, avec les écoles maternelles, mais à partir du collège, les adolescents, il n'y en a presque plus. Donc ça consiste à faire du sport dans la nature avec des adolescents, donc tout en apportant une connotation environnement, développement durable. Se servir un peu de l'alibi du sport pour les amener à s'intéresser à la nature. Ultimement, ouais, on peut voir ça comme ça. Éric Boyer, est-ce que, en tant que futur éducateur à l'environnement, vous n'êtes pas désespéré de voir une certaine inertie de la part de nos concitoyens ? Tout le monde commence aujourd'hui à prendre conscience de l'importance de la protection de la nature, mais est-ce qu'un futur professionnel comme vous, vous arrivez précisément, alors à travers ce projet par exemple, mais d'autres manières d'intéresser les gens on sent bien à travers vos témoignages, le propos également de Pascal Plumet, que évidemment c'est un enjeu, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que définitivement nos concitoyens prennent conscience de l'imminence des enjeux et changent de comportement ? Parce que sensibiliser à la nature, évidemment, c'est bien, mais si derrière ça il n'y a pas un changement de comportement, c'est une vraie question, hein. J'aimerais connaître la réponse. Vous pouvez me remercier de l'avoir posée. J'aimerais connaître la réponse. C'est une question très difficile. C'est pour ça que je suis là aussi. Et à mon sens, il n'y a pas une réponse unique. Il y a beaucoup d'approches différentes à apporter pour beaucoup de publics différents, pour beaucoup peut-être de classes sociales différentes. Donc mon projet, c'en est une. Le projet de Sarah, c'est une autre réponse. Ce que fait Le Grain pour créer d'autres éducateurs à l'environnement,
c'est encore une autre réponse. Il faut en faire le plus possible pour pouvoir communiquer autour de l'environnement, pour que on en entende parler au quotidien, parce que pour moi, c'est pas encore le cas. Et si vraiment on arrive à en parler au quotidien, là peut-être il y aura, en fait, j'espère, pour moi, il y aura une prise de conscience et vraiment des changements dans les mœurs des personnes. On entend d'ailleurs souvent parler de sensibilisation à l'environnement, c'est d'ailleurs un peu le cœur de votre métier, à vous. Éric Boyer, on entendait également tout à l'heure ça à Clémenceau. Comment est-ce que vous évaluez la pertinence d'une animation, par exemple? Est-ce que... Parce qu'on sait bien qu'on a beau dire aux gens de ne pas avoir un certain comportement, par exemple ne pas jeter ses déchets par la fenêtre de la voiture, et aujourd'hui encore, un tiers des conducteurs français jettent des déchets par la fenêtre de leur voiture sur la route. Comment ça s'évalue, la pertinence d'une animation à l'éducation à l'environnement? C'est une des choses les plus difficiles à faire dans l'animation à l'environnement, l'éducation à l'environnement, évaluer. C'est d'ailleurs un des gros points de notre formation et un des gros points de nos évaluations, savoir évaluer nos actions. Donc ça se traduit par quand on crée une animation ou qu'on crée un projet, on a des objectifs clairs, c'est-à-dire des objectifs généraux, donc peut-être à long terme, et des objectifs opérationnels, c'est-à-dire des choses quantifiables et mesurables. Qu'à la fin, effectivement, on va pouvoir donc évaluer. Ça peut être, par exemple, je fais une animation et à la fin, je vais évaluer si les enfants, grâce à un jeu peut-être, ça peut être des enfants ou un autre public, peu importe, ont retenu le nom de mes plantes ou de mes petites bêtes. Ou dans le cadre d'un projet, ça peut être des deadlines, c'est-à-dire des échéanciers à respecter pour pouvoir justifier de nos actions. Et les miennes aussi. Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis. J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant. Pour 3 fois rien à crédit sur 2 ans. C'est au cœur du Larzac, au bord d'une rivière, dans un joli lieu dit appelé le désert. Un manoir du 16e dans un parc de 1000 hectares. Il y aura juste quelques travaux à prévoir. Pour l'arrivée d'eau, le vieux puits fera l'affaire. Pour l'électricité, vive les panneaux solaires. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédales. S'il fait nuit plus d'1 heure, c'est toi qui pédales. Le premier spot wifi est à 25 km. Le premier monop est à 35 km. Le premier iPhone est à 120 km. La dernière poste a fermé. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier lapin. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier pingouin. Bien avec nos clapiers à lapin, les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain. Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas. D'ailleurs s'ils venaient, ils n'en reviendraient pas. Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu. Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. On s'est même installé une petite distillerie. L'agneau de châtaigne, ça vaut tous les smoothies. Le premier voisin est à 25 km. Le premier village est à 35 km. Le premier magasin bio est à 120 km. La seule maternité a fermé. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier dauphin. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier oursin. On aura tout le temps de penser au monde qu'on laisse à nos enfants. Mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever. Trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais. Minou fait tes valises et les miennes aussi. Nous quittons le Larzac pour le paradis. J'ai trouvé le loft dont tu rêvais tant, au pied de Notre-Dame à crédit sur 100 ans. Le premier médecin était à 25 km. Le premier défibrillateur à 35 km. Le premier hôpital à 120 km. Le dernier cimetière était complet. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main,
main avec le dernier parisien. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier terrien. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier tibétain. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier lémurien. La main dans la main avec le dernier pangolin. La main dans la main avec le dernier... Éric Boyer, qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire dans cette formation qui aboutira et qui aboutit au brevet professionnel d'éducateur à l'environnement? Quel est votre parcours? Alors moi, je vais commencer au lycée, tiens. Je suis rentré en seconde première. Nous avons échappé belle, ça a pu commencer par un jour je suis né. Ouais. Non, alors j'ai commencé donc au lycée en section S, mention sciences de l'ingénieur. Ce sur quoi j'ai continué donc à l'université franco-allemande à faire des études d'ingénierie, une licence puis un master d'ingénierie en mécanique. Après ça, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur. Mais Éric Boyer, on est très très loin là de l'intérêt pour la nature. Et justement, c'est là où je veux en venir. C'est que j'ai travaillé en tant qu'ingénieur et ça allait pas au final avec mes valeurs, avec ce que je ressentais avec moi-même. Quand mon travail d'ingénieur s'est terminé, c'était un CDD. C'était encore le temps pour moi de faire un service civique pour découvrir autre chose. Ça faisait 7 ans que je faisais de l'ingénierie pendant tout droit. Donc j'ai fait un service civique à l'association dans laquelle je suis maintenant, donc au CPN Coquelicot. Éducation à l'environnement, dans un milieu social. Ça m'a rappelé mon passé du coup de scout aussi. Et je me suis simplement senti beaucoup mieux. Avec moi-même, avec ce que je ressens, quoi. On peut dire, Éric Boyer, que vous avez quelque part osé suivre cet appel intérieur. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens comme vous qui auraient peut-être envie de changer de métier et pourquoi pas devenir éducateur à l'environnement? Franchement, j'ai l'impression, oui. En tout cas, les personnes avec qui j'ai parlé ou d'autres témoignages, j'ai entendu dire que une amie était en colocation avec des ingénieurs et elle disait ils avaient tous envie de partir dans les Pyrénées avec des brebis. On les comprend. Sarah Clémençon, votre parcours est un peu différent. Un peu différent, même si vous allez quand même dire que je suis aussi partie de très loin par rapport à l'éducation à l'environnement. Moi, j'ai commencé après le bac par des études, alors d'abord en com à la fac de lettres, puis une licence professionnelle dans l'hôtellerie. À la suite de ça, j'ai travaillé dans un refuge de montagne dans les Vosges, le refuge du Sauteré. Et je pense que c'est là qu'a commencé peut-être un peu le déclic parce que on travaillait avec beaucoup de gens qui, eux, leur métier, c'était à l'extérieur. Et des clients qui me disaient « Oh, ça doit être des vacances de travailler ici ». Et puis je me disais quand même que je profitais quand même pas beaucoup de mon environnement qui était très beau sur les crêtes. Donc il y a eu ça. Il y a eu le fait que j'avais rapidement assez fait le tour de ce métier-là de serveuse. Et puis, parallèlement, j'ai fait plusieurs bénévolats dans des jardins, dans des élevages d'animaux, des fermes pédagogiques, des associations de médiation animale, donc qui se servent des animaux pour faire des thérapies. Donc, plein de petites choses comme ça qui ont fait que j'ai décidé de me réorienter. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Sarah Clémençon, Éric Boyer, quand on est comme vous, éducateur à l'environnement, stagiaire, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Je vais commencer. Éric Boyer. Moi, j'irais dire plutôt coup de gueule. Simplement... Alors, je vais m'appuyer sur la campagne de communication qu'ont fait les chasseurs là récemment, avec une affiche qui m'a, moi, atterré. C'était disait premier écologue de France, les chasseurs. Et avec alors pour ceux qui n'auraient pas vu l'affiche, vous êtes en train de rajouter encore une couche. Donc, les chasseurs communication. Qui se prétendent premier écologue de France, avec l'image du lynx, avec marqué en dessous « Nous protégeons cette espèce ».
alors que c'est à cause des chasseurs qui braconnent le lynx qu'il n'y en a plus en fait. Donc, ils sont clairement pas en train de la protéger. Et j'en arrive sur ce sujet pour parler simplement de la communication où en éducation environnement, on est nul quoi. On sait pas faire. Ça c'est une autocritique. Oui, il faudrait pouvoir communiquer autour de ça. Et c'est vraiment quelque chose qui manque. Il faut former aussi les gens en éducation environnement à la communication, même si c'est quelque chose qui les déplaît. Comment vous expliquez cette situation, Éric Boyer, entre précisément la nature qui est très porteuse, qui parle à tout le monde, on sait bien qu'on en a tous besoin et on s'en aperçoit aujourd'hui de plus en plus. Précisément, Éric Boyer, comment est-ce que vous expliquez ce déficit de communication dans le milieu écologiste, on va dire au sens large? Je crois que Sarah Clémençon est sur le point de vous arracher le micro Elle trépigne. pour répondre. Non, je pense que, en effet, j'étais plutôt partie sur un coup de cœur, mais... Vous aurez droit tout à l'heure néanmoins à un coup de cœur. D'accord. Non, je pense que la plupart des acteurs de l'éducation à l'environnement se trouvent dans le milieu associatif et que le milieu associatif est quand même très peu soutenu en ce moment. Je pense aux contrats aidés qui ont été supprimés, aux subventions qui sont très difficiles à obtenir et que malheureusement les actions de communication ça coûte cher et qu'elles sont mises de côté, mais c'est pas forcément parce qu'on le veut, mais parce qu'on ne le peut pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même un rejet culturel de la communication pour beaucoup d'écologistes, encore une fois au sens générique du terme? La communication, c'est un peu le diable, ça sonne manipulation, ça sonne capitalisme, ça sonne consommation. Est-ce que finalement les écologistes, encore une fois au sens large, ne sont pas un peu victimes de cette méconnaissance des processus de communication? Et finalement, si c'est approprié, eh bien, on aurait peut-être un impact beaucoup plus fort. Alors, je ne suis pas si sûre, mais je pense que c'est parce que je suis un peu de la nouvelle génération et je pense que nous, on va être plutôt très présents sur tout ce qui est réseaux sociaux et que moi, quand je regarde autour de moi, il y a quand même beaucoup de livres qui sortent sur la transition écologique au niveau communication et même à l'Atelier Vert, on a un exemple où on a une personne qui a été formée qui est présente en tant que chargée de communication. Donc, je pense et j'espère que ça changera. Mais voilà, je pense qu'il y a surtout aussi des jeux de puissance au niveau national qui fait que voilà, c'est peut-être aussi pas qu'un souhait, mais que c'est... Et le ministre d'État en a fait les frais récemment. Puisque vous avez le micro, Sarah Clémençon. Allez, on va terminer sur une note positive. Votre coup de cœur? Alors, je pensais à un coup de cœur, c'est que si on revient à la formation, il y a quelques semaines, nous sommes allés aux rencontres nationales des éducateurs à l'environnement organisées par le réseau École et Nature. Ça, c'est dans le cadre de votre stage? Tout à fait. Enfin, votre stage, de votre formation d'éducateur à l'environnement. Voilà, tout le monde, on n'y était pas seulement conviés, voilà, c'était inclus dans nos semaines de formation. Et c'est des semaines très riches en échanges où on est en contact avec des gens, donc pas seulement du secteur associatif, mais vraiment de tout horizon, aussi autant des enseignants que des chargés de mission au ministère, que des accompagnateurs de montagne, voilà, tous les acteurs concernés par des questions. Ici, c'était la transition sociale et écologique. Et ça a été vraiment des semaines très enrichissantes qui permettent d'enrichir nos pratiques professionnelles et aussi personnelles. Qu'est-ce qui vous a le plus plu précisément dans ces rencontres, Sarah Clémençon? Alors, il y a tous les ateliers de découverte où les gens partagent ce qu'ils font, mais je pense que c'est vraiment plus les échanges informels qui se passent autour des repas, parce qu'on est juste là une semaine tous ensemble avec nos pratiques, et je pense que c'est encore plus les échanges informels entre tout le monde. Alors précisément, vous qui êtes, vous le disiez à l'instant, de la nouvelle génération, Sarah Clémençon, avec Éric Boyer, quel est votre pronostic sur... Allez, je vais oser une question grave, une de plus, sur l'avenir de l'homme sur la Terre. Waouh. En plus, je suis un peu pessimiste ces jours-ci. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de l'homme. Après, je suis plutôt optimiste pour la nature parce que je sais que, comme je parlais tout à l'heure, des petites plantes qui arrivent à pousser entre le béton, je pense que la nature sera quand même présente, même si... L'homme, je ne sais pas, il faudra qu'il apprenne à se débrouiller. Précisément, Sarah Clémençon, est-ce que justement, très longtemps dans le discours écolo, c'était préservant la nature, préservant la nature. Est-ce qu'aujourd'hui, le discours n'est pas en train de changer en se disant, mais il faut préserver la nature pour préserver tout simplement l'homme, quoi?
Oui, c'est sûr qu'il y a ça, parce qu'on se rend compte qu'on en est dépendant, hein, on se nourrit, notre air est dépollué, notre eau est dépolluée aussi grâce à la biodiversité. Mais je pense qu'il faut aussi arrêter de voir tout ce côté utile dans la préservation de la biodiversité, parce qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin de justifier le fait qu'on la protège, qu'on l'aime. Voilà, elle est là, on en est issu. Un peu comme Mozart. Ouais, je sais pas, je suis de la nouvelle génération, mais ça, je maîtrise pas encore le sujet. Éric Boyer, votre sentiment ? Protéger la nature, je vais faire le parallèle avec d'autres éléments de la nature. Le blaireau, lui, par exemple, il fait un terrier, il aménage son territoire. L'homme aussi aménage son territoire. Sauf que le blaireau, lui, il crée pas de déchets. Donc pourquoi est-ce que nous, on pourrait pas nous aussi aménager notre territoire, se construire des maisons, mais tout en respectant la nature sans l'empêcher de vivre simplement. J'entends l'ingénieur Éric Boyer, j'entends le défi, on va pouvoir le relever ce défi. Je suis là pour ça, Sarah est là pour ça, le Graine Lorraine est là pour ça, tous les éducateurs de l'environnement sont là pour ça. Merci à tous les trois. Merci. Voilà pour ce reportage consacré à la formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité animation, mention éducation à l'environnement vers un développement durable, le BPGEPS EEDD, avec Sarah Clémençon et Éric Boyer, tous deux stagiaires, et Pascal Plumet, directeur de Graine Lorraine du Grand Est, qui organise cette formation. Pour en savoir plus et pourquoi pas suivre cette formation, rendez-vous sur grainegrandest.org ou écrivez à accueil@grainegrandest.org ou tout simplement appelez au 09 50 93 67 33. Attention, les inscriptions sont closes le 5 octobre 2018. Vous avez pu écouter dans l'ordre On rigolera par le groupe Les Petites Bourrettes paru sur l'album Comme des Rois sorti en 2014, Le Manège Enchanté par la chanteuse belgo-turque Maya paru sur son premier EP sorti en 2017 et enfin Le Retour à la Terre par le groupe Les Fatal Picards paru sur l'album Coming Out sorti en 2011. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.